RCN. Le son de la différence. Chers amis, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver après ces longues vacances d'été. Vous êtes bien sûr RCN et vous écoutez Le Son des Bulles, émission entièrement consacrée à la bande dessinée. Cette année, quelques petites nouveautés. On passe à 2 émissions par mois, donc vous aurez le plaisir de nous écouter 2 fois par mois. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté ? On a une nouvelle chroniqueuse, c'est Françoise, mais qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous rejoindra pour la prochaine émission. Et nous avons le plaisir également d'être diffusés sur une autre radio, Radio Déclic, qui nous fait le plaisir de diffuser également notre émission. Nous avons l'intention cette année également de développer deux parties de la bande dessinée que pour l'instant nous avons laissé un petit peu dans l'ombre. C'est le manga et la bande dessinée pour la jeunesse. Donc ça c'est un de nos buts pour cette année. J'ai autour de moi mes fidèles chroniqueurs et chroniqueuses. Anne-Marie. Bonjour à tous. Qui est là depuis le début de l'aventure. Eh oui. Ça fait 4 ans, j'ai vérifié, ça fait 4 ans déjà. Déjà, 4 ans. Eh oui, ça fait 4 ans déjà. On s'incruste dans le paysage de la bande dessinée sur Nancy. Et de la radio. Et de la radio. Nous avons Francine qui nous a rejoint l'année dernière. Bonjour. Et qui nous fait des chroniques tirées au couteau. Ah ben oui, il faut le dire. Voilà, et qui a également fait des chroniques pour un blog qui s'appelle L'Accro des Bulles. Merci Francine. Ah, et puis nous avons notre vénérable Charles Ancet. Bonjour. Qui connaît tout sur la bande dessinée, mais la bande dessinée du siècle d'avant. Du siècle, oui. Et encore, il ne faut pas trop aller vers les années 90, c'est plutôt les années 50. Quoi. C'est des mots que je ne comprends plus après. Donc, voilà. T'as passé un bon été, Charles ? Ça a été, oui. Je suis prêt à repartir, bien sûr. C'est toujours l'été quelque part, donc... voilà. Oui. Alors Charles, il est persuadé, depuis que Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature, il est persuadé qu'il peut avoir un prix Nobel en bande dessinée. Oui, on en parle, enfin, dans le cercle familial, mais ça va s'étendre. Dans ta petite rue. C'est déjà pas mal. Et on va pas tout à fait un dernier venu, mais il est arrivé aussi également l'année dernière. Monsieur Olivier. Bonjour les jeunes. C'est ça. Là, c'est une vacherie. Je dois le prendre comme une vacherie ou quoi ? On est tous jeunes. Hein. Oui, merci. Il y a de l'été partout, il y a de la jeunesse partout aussi. Bravo. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir une invitée d'honneur, Marie-Madeleine Rigopoulos, je l'ai bien dit ? Oui, j'appréhendais un peu, mais tout va bien. Tout va bien. Qui est commissaire du livre sur la place. Commissaire général, attention. Oui, j'ai vu ça. Et ça apporte quoi de plus, le général ? Oh, écoutez, je fais peur aux gens. Bon. C'est vrai que là, je suis un peu impressionné. Et donc, il va nous parler en long, en large et en travers du livre sur la place qui démarre jeudi ou vendredi. Jeudi en avant-première, vendredi officiellement avec l'inauguration. Ouais. Voilà. Eh bien, on va commencer par vous. Alors, la première question, à ma connaissance, c'est la première fois que le visuel du festival, qui sert à faire les affiches et les différents documents, est réalisé par le président du livre sur la place. Ah bah oui, et pour cause, puisqu'il s'agit d'Enki Bilal et qu'on n'aurait pas loupé une telle occasion d'avoir une affiche par un immense artiste qu'est Enki Bilal. C'est la 2e fois qu'on a un auteur de bande dessinée qui fait une affiche, mais c'est la première fois effectivement que le président est aussi un auteur de bande dessinée. Ce qui était intéressant chez Enki Bilal, c'est que c'est un artiste pluriel. C'est-à-dire que c'est bien sûr un auteur de bande dessinée, c'est un peintre, c'est un auteur, c'est quelqu'un pour qui le texte est extrêmement important, d'abord dans ses bandes dessinées, mais qui a aussi écrit un livre, notamment dans la collection Ma nuit au musée, aux éditions Stock. Il a passé une nuit dans le musée Picasso et il a rendu compte de cette expérience à travers des souvenirs très personnels. Il sort un livre, il a sorti un livre ici au mois d'avril, qui est un livre d'entretien dans lequel il raconte un petit peu sa vision du monde, une vision à la fois pessimiste, mais en même temps extrêmement lucide et réfléchi. Et puis, c'est quelqu'un qui lit énormément. C'est un passionné de littérature. C'est quelqu'un qui croit à la littérature engagée, qui croit à la littérature sensuelle, passionnée, qui dérange. Et toutes ces raisons font que ça en fait un président extraordinaire.
Très bon choix. Le choix était facile ? Le choix était une évidence. C'est venu à travers une conversation que j'ai eue avec lui, où il me parlait justement de littérature, de son amour des livres et de la littérature, et tout d'un coup, ça m'a paru évident. Alors moi, en plus, qui depuis le début prône le décloisonnement des genres, le dialogue entre la littérature et la bande dessinée, la nécessité... Vous aurez une question là-dessus, oui. C'est extrêmement important, et donc il était, mais comme tombé du ciel, un deus ex machina, comme on dit. D'accord. Et expliquez-nous, c'est vous qui avez proposé ? Oui. Et ça a été choisi en dernier par... Ah non, c'est moi moi la chef, c'est moi qui décide. Ah, d'accord. Non, mais écoutez, c'est le principe. Non, c'est le principe. Je croyais qu'il y avait quand même une validation par c'est par très arbitraire, quoi. vous savez. C'est très arbitraire. On a la chance que, évidemment, les élus suivent et nous fassent confiance en tant qu'équipe du livre sur la place. Mais ça a toujours été comme ça. C'est la commissaire qui choisit le président. A priori, étant donné les choix qui ont été faits jusqu'à présent, il n'y a pas trop débat. Voilà. C'était quelque chose que vous aviez en tête depuis un moment ou... Enki Bilal, oui, ça faisait 2 ans en fait que j'y pensais. Enki Bilal était dans la continuité, encore une fois, de cette idée de décloisonnement. Leila Slimani aussi, l'année dernière, c'était très important pour moi, parce qu'elle a une double culture. Alors, c'est même plus que ça, elle dit toujours, je suis à 100% marocaine, 100% française. Je me reconnais beaucoup là-dedans, moi qui suis à la fois grecque et française. Et j'aime cette idée de ne pas se voir comme tronquée, moitié-moitié, mais étant entier dans tout. Et donc voilà, j'aimais cette idée de présidente. Et cette entièreté dans tout, elle est valable aussi pour Enki Bilal. Et puis avant, Laurent Godet encore, qui lui a beaucoup travaillé et écrit sur les frontières, sur la question des frontières et du mal qu'elles font, de la nécessité de les abattre non seulement géographiquement, mais aussi à l'intérieur de soi, de les abattre aussi, encore une fois, dans les genres littéraires, dans les genres artistiques. Et on revient toujours autour de ça, parce que c'est le meilleur moyen aussi de fédérer et de s'adresser, au bon sens du terme, j'ai envie de dire, au plus grand nombre. Et en même temps, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler actuellement, parce que dans ce monde où on cloisonne tout et où les frontières sont horribles, on ne peut plus placer les frontières, je trouve ça hyper important d'avoir ce paradigme. Absolument, absolument. Et puis, d'ailleurs, c'est le sujet de mon édito dans le programme. Comment s'ouvrir, comment réagir quand tout vous pousse à l'enfermement ? C'est au contraire de s'ouvrir encore plus. C'est aussi pour ça qu'on a, j'imagine qu'on en parlera, un pays invité cette année. C'est aussi pour ça qu'on a fait en sorte que le livre sur la place s'ouvre encore plus sur l'étranger, pas seulement avec le pays invité, mais avec d'autres auteurs. S'ouvre aussi encore plus sur la bande dessinée depuis 4 ou 5 ans. Et sur un maximum de genres, parce qu'il faut résister, c'est le seul moyen de résister à l'enfermement, c'est justement de dire, vous nous enfermez, nous on va aller encore plus loin. Pour le pays invité, ça j'ai pas de doute, c'est vous qui l'avez choisi. Difficile de nier, je plaide coupable. Quand on s'appelle Rigopoulos et qu'on a la Grèce comme pays invité, on est forcément coupable. Après, cela étant dit, c'est un pays magnifique. Hein. Alors, je vous remercie, la Grèce vous remercie. Mais en fait, il y a quand même aussi plusieurs raisons objectives. Évidemment que étant grec, je connais extrêmement bien ce pays et j'en connais les qualités et les défauts également, mais avant tout les qualités. Nous devions commencer la série des pays invités l'an dernier, en 2020. Alors évidemment, pour des raisons que je ne vous expliquerai pas, ça n'a pas pu se faire et ça ne devait pas être la Grèce, mais un autre pays que je n'annoncerai pas puisque ce sera celui de 2022. C'est quoi comme pays ? Non. J'ai essayé. Et donc, les personnes concernées ont eu la gentillesse d'accepter d'être reportées en 2022 pour une raison très simple, c'est que 2021, c'est les 200 ans de l'indépendance de la Grèce, après 400 ans d'occupation turque, et les 40 ans de son entrée dans l'Union européenne. Ce qui m'a toujours paru très amusant, vu que le concept d'Europe est grec. Mais nous avons été gentiment accueillis dans notre propre concept, diraient les Grecs. Et donc, c'est une année importante pour la Grèce qui a autre chose à faire valoir que la mer et le soleil et l'Antiquité, qui sont évidemment formidables et importantes. Les quelques pierres les pierres au-dessus qui traînent un peu partout en désordre. Mais voilà, il fallait... et puis, pour Nancy, pour le livre sur la place, c'est une manière de dire, voilà, on a réussi à devenir un salon national important, reconnu,
qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On peut pas faire plus, on peut faire mieux. Et mieux, c'est s'ouvrir au monde. C'est devenir un salon, une ville, un salon visible sur la carte européenne du livre. Et de dire, à Nancy, quand on va en France, il y a Paris avec la Tour Eiffel, il y a ceci, il y a cela. Et à Nancy, il y a le livre. C'est là que ça se passe avec le livre. Moi, c'était ça mon ambition. On va avoir la presse nationale grecque qui va être présente pour couvrir l'événement. C'est une manière aussi de créer de l'échange, de montrer que c'est une ville d'ouverture, ouverte sur le monde. Et j'espère que il y aura beaucoup d'autres éditions ouvertes sur des pays, notamment européens. Très belle initiative. La question était prévue un peu plus tard, mais puisqu'on est sur la Grèce, allons-y. Est-ce qu'il y a des auteurs de bande dessinée grecs qui sont présents ? Alors, il y en a un, et alors, c'est un auteur grec comme moi, c'est-à-dire que c'est un grec de Paris, qui parle français comme vous et moi, qui s'appelle la rue de la Huchette, qui s'appelle Alain Glikos. Alain Glikos, qui est publié aux éditions Cambourakis, qui a notamment, mais ça n'est pas son actualité, mais il en sera question dans un des débats, créé un album qui s'appelle Gilet de sauvetage, qui est absolument magnifique, où en fait c'est le récit autobiographique de son retour sur le lieu de ses racines grecques. Il y va avec sa femme dans l'idée d'une sorte de retour aux sources, et en fait il va être confronté à la question de la migration. Il va tomber sur une famille notamment, et il va de fait, parce que depuis son hôtel il voit arriver en fait sur la plage des bateaux des migrants, de migrants. Il va pas pouvoir, même si quelque part il admet qu'il l'aimerait bien, comme on l'aimerait bien tous, ne pas voir, il ne peut pas ne pas voir. Et donc il va se confronter à ça, et ça va être le récit à la fois de son retour aux sources, mais aussi le récit de la perte des sources et des racines de ceux qui arrivent. Oui, ça me touche beaucoup, j'ai envie même la chair de poule quand j'y pense. D'abord c'est très beau, et puis parce que ce parallélisme est assez déchirant. Bon, et puis il a une actualité, il a écrit un biopic, comme on les appelle un peu vulgairement, sur Kazantzakis. Donc Kazantzakis, c'est l'auteur de Zorba notamment, du Christ recrucifié, et de beaucoup d'autres grands chefs-d'œuvre. Et il le raconte à travers un très bel album. Donc c'est lui l'auteur de bande dessinée. On en avait demandé un autre, il n'était pas disponible, mais on a au moins Alain Glikos qui fait un travail d'une très très grande qualité, puis qui a la qualité aussi d'être symboliquement à cheval entre la France et la Grèce, et ça c'est formidable. Très bien. Lorsque vous avez pris vos fonctions, en 2019 je crois, ou... Fin 2018, début 2019. Vous avez répondu à un entretien à la semaine de Nancy, dans lequel vous expliquiez que vous souhaitiez donner plus de place à la bande dessinée sur le livre, sur la place. Est-ce que vous pensez être arrivé au maximum? Non, on n'est pas au maximum. Ou est-ce qu'il y a encore des... Non, il y a de la marge. Il y a encore de la marge de progrès. En fait, moi, j'avais déjà commencé à faire une programmation bande dessinée avant de devenir commissaire. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Nancy, je me suis rendu compte que sous le chapiteau, il y avait énormément d'auteurs de bande dessinée en dédicace, qui est un sujet épineux d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un peu le travail à la chaîne. Et moi, je me suis dit, mais ces auteurs qui sont là et qui en plus on demande de dessiner, c'est-à-dire que contrairement aux écrivains, on leur demande de créer encore, et gratuitement d'une certaine manière, de la valeur artistique. Et puis ils n'ont pas voix au chapitre, c'est-à-dire qu'on les entend pas, ils sont pas visibles. Donc moi ça me paraissait essentiel de les rendre visibles à travers quelques rencontres. Alors évidemment, le livre sur la place, c'est avant tout le salon des Goncourt, c'est la rentrée littéraire, bien sûr, et ça le reste. Mais c'est aussi une caisse de résonance pour la production artistique livresque, éditoriale. Et à partir du moment où les auteurs de bande dessinée sont présents, il faut qu'ils soient présents de manière visible. Et donc, l'idée la plus banale et la plus évidente, c'était de les mettre à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts, pour un clin d'œil au 9e art. Donc on avait commencé ça déjà il y a à peu près 5 ans. Moi j'ai pas pu le faire cette année pour des raisons pratiques, mais en 2019 j'avais lancé un module au Musée des Beaux-Arts avec Émile Ferris qui dessinait en direct devant le public avec un petit cordon autour comme une œuvre d'art, en fait une espèce de mise en abîme de l'artiste et de l'œuvre d'art qui en fait s'inspirait d'un tableau au mur pour créer sa propre œuvre inspirée du tableau, et tout ça a été rediffusé sur des écrans, et c'était une manière, encore une fois, de montrer à quel point la bande dessinée, quand elle est
à ce niveau-là, est un art à part entière. Bon, j'ai envie de penser qu'aujourd'hui, on n'en est plus à essayer de prouver que la bande dessinée est un art à part entière, mais parfois, c'est bien de le rappeler à travers des institutions qui ont aussi ce rôle-là. Puis je trouve que Susanna Gallego Cuesta, qui est donc la directrice du Musée des Beaux-Arts, a une véritable sensibilité à ce qu'on appelle le street art par ailleurs, mais aussi à la bande dessinée, et qui, elle, m'a permis de faire ce module en disant au contraire, mais c'est parfait, il faut ouvrir les portes du musée, il faut que ça circule, il faut que la jeunesse rentre, il faut qu'on fasse comprendre que le musée, contrairement à ce qui est écrit sur le papier, n'est pas un lieu poussiéreux et figé, mais un lieu vivant, et c'est ce qu'on a pu faire grâce à la bande dessinée. Plus les rencontres à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts. Et alors là, le challenge, c'était aussi de faire dialoguer les auteurs de bande dessinée avec les romanciers. Ça, j'y tiens énormément. Les romanciers adorent ça. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'imaginer qu'il y a un snobisme. Il y en a peut-être eu un sur des générations plus anciennes, mais aujourd'hui, les auteurs de romans adorent dialoguer avec les bons auteurs de bande dessinée. Avec les auteurs, les bons, pour moi, c'est lesquels ? C'est ceux qui ont quelque chose à raconter. C'est au-delà même du dessin. C'est un propos. D'ailleurs, là, cette année, il y a une rencontre qui s'appelle Frontières humaines le vendredi à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts. Il y a 2 romanciers et 2 auteurs de BD. Il y a Alain Glikos, il y a Sandrine Martin. Et puis il y a un auteur grec, Christos Chrysopoulos, et Jean-Daniel Baltassa, qui est un romancier, un scénariste. Ils vont parler de la question de la migration. Ils ont tous un sujet commun, simplement ils s'expriment différemment. Leur médium artistique n'est pas le même, mais le fond est exactement le même. Donc c'est ça qui est important dans le dialogue romancier-auteur de BD, c'est de dire qu'importe le support, c'est le propos qui prime. Et quand le support est fait avec qualité, avec talent, il va porter au plus loin le propos. Voilà. Donc il n'y a pas de bonne bande dessinée sans bon scénario. Ah, pour moi, non. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et sans bon dessin aussi. Parce que Pardon ? l'un va avec l'autre, sans bon dessin aussi. Quoi. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Parce qu'en fait, cette idée-là, justement, de hiérarchie ou de rapport un petit peu conflictuel entre les auteurs de romans et les auteurs de BD, et on l'a toujours un petit peu en tête. Même les lecteurs l'ont en tête. Moi, j'ai certaines personnes qui m'ont dit l'affiche, qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, c'est un auteur de BD, qu'est-ce qu'il vient faire là, quoi, en gros. Mais vous dites donc que entre les auteurs eux-mêmes, de romans et de BD, il n'y a pas cette... Ah non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais ça, c'est... alors, c'est très drôle parce que cette affiche, qui pourtant est la moins clivante qu'on ait jamais eue. Moi, j'ai jamais eu autant de demandes d'affiches que depuis qu'on a fait celle d'Enki Bilal. C'est-à-dire qu'on a dû en produire plus tellement on a de demandes. Et c'est la première fois que ça arrive. Oui, tout à fait. Donc, il faut sortir... Enfin, les frontières, elles sont d'abord dans la tête des gens. Il faut abattre les frontières qu'on a dans notre propre cerveau, arrêter de penser que la littérature est noble et la bande dessinée, c'est un truc pour les enfants, ou alors un truc dégénéré, pour employer un mot que je déteste, mais parce que j'ai entendu aussi des choses à propos de l'affiche que je trouve tout à fait inacceptables. Moi, Qu'est-ce que vous avez entendu ? Non, mais enfin voilà, que c'est sinistre, que c'est... non, moi, je pense que ce qui est sinistre et ce qui est, comment dirais-je, regrettable, c'est l'étroitesse d'esprit. Il faut s'interroger sur l'intention aussi d'un artiste. Il faut s'interroger sur qu'est-ce que raconte une image. Moi, c'est ça que j'aime aussi dans la bande dessinée. C'est que parfois, parce qu'on parlait des textes, évidemment, c'est très important, le scénario est très important. Parfois, le scénario, vous le savez mieux que moi, il est silencieux. Et le scénario, il est construit par l'image. C'est aussi ça, tout le talent de certains auteurs de bande dessinée. Je pense à Christophe Chaboutet, par exemple. Il y a très peu de mots, mais tout est dit dans l'articulation des images, et il y a un scénario. L'affiche est un scénario elle-même. Vous interrogez Enki Bilal là-dessus, il dit, pour moi, la littérature, c'est sensuel et ça dérange. Voilà. Et si ça dérange certains, tant mieux, parce que le but est accompli. Il n'empêche que l'esthétique est là, que la beauté, on dira ce qu'on voudra, elle est objective, c'est-à-dire que la beauté, elle vous prend. Vous pouvez peut-être ne pas l'accepter, ne pas la recevoir, mais elle vous prend et elle est là. Et elle est parfois dérangeante. Au-delà des... Combien d'auteurs de bande dessinée qui seront sous le chapiteau ?
combien d'auteurs de... Oh là, alors là, vous me demandez de faire des petits calculs. Alors, non. J'avoue, alors, je vais dire, mais je vais dire vraiment, mais peut-être que je vais me faire tirer les oreilles par nos libraires, mais je dirais une soixantaine, une cinquantaine. D'auteurs. Voilà, vous voyez, je sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a en tout quasiment 500 auteurs en dédicace, tout compris, alors jeunesse, BD, voilà, tout genre confondu, qu'on en a à peu près 220 en programmation, en tout. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Donc, au-delà de ces dizaines d'auteurs qui sont en dédicace, est-ce que vous pouvez faire un peu le tour des événements, des rencontres ? Le vendredi, au-delà de la table ronde que je viens d'évoquer sur les migrations, il y a une table ronde qui me paraissait importante et incontournable, qui a lieu à 16h30 au Musée des Beaux-Arts, qui s'intitule, comme l'album, Lorraine Cœur d'Acier, qui a été créé par Tristan Thiel et Vincent Bailly, qui sont des enfants du pays, comme on dit, et qui... Voilà, et Lorraine Cœur d'Acier, c'est les 40 ans de la radio pirate Lorraine, donc il en sera question. Il y a une on en a déjà parlé ici, on a eu Tristan Thiel au téléphone. Formidable. Voilà. Et puis il y a, je crois, une postface de Baru aussi, c'est ça, qui en dit long sur l'importance qu'a à la fois cet album et puis cette histoire pour la région. Donc ça, évidemment, c'était incontournable. J'ai évoqué tout à l'heure Sandrine Martin, qui donc a publié aux éditions Casterman, si je ne dis pas de bêtises, cet album qui s'appelle Bienvenue chez toi, c'est bien ça ? Non, chez toi tout court, c'est pas Bienvenue. Vous voyez, moi j'avais ouvert la porte. Vous croyais plus gentil que ça, mais bon. Et donc Sandrine Martin se rendra dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec le Centre des sourds et muets de la Malgrange. Elle se rendra là-bas. Vous n'ignorez pas qu'il y a une BD-Tech au Centre des sourds et muets de la Malgrange. Eh bien, en tout cas, je vous le dis. Et c'est important de le signaler. Pas une bibliothèque, mais une BD-Tech. On m'a expliqué que la BD était un support beaucoup plus accessible pour amener à la lecture les personnes ayant des difficultés à entendre et à parler. Je ne l'aurais jamais imaginé, mais en fait, ça fait sens. C'est que, évidemment, la lecture est compliquée pour quelqu'un qui n'entend pas, puisqu'à partir du moment où on n'a pas pu apprendre les syllabes à l'oreille, ça rend l'approche de l'écriture beaucoup plus difficile. Et la bande dessinée arrive avec le dessin et la combinaison du texte et du dessin à porter l'apprentissage, à rendre l'apprentissage plus accessible de la lecture. D'ailleurs, je sais qu'il y a des ateliers de bande dessinée qui se font à la Malgrange et à travers lesquels les enfants, moi j'ai vu des dessins qui sont absolument poignants, soit par le talent qu'ils expriment, soit ou aussi par la détresse aussi qu'ils peuvent exprimer. Tout ce qui est dit à travers l'image est absolument extraordinaire. Donc il y a vraiment un travail qui mérite qu'on se penche dessus à la Malgrange. Et c'est pour cette raison que on envoie un auteur de bande dessinée, parce qu'évidemment ça fait beaucoup plus sens. Alors évidemment avec quelqu'un qui interprète en langage des signes et qui va là-bas, ça sera Sandrine Martin, donc pour dédicacer quelques livres, parler de son travail, éventuellement croquer quelques dessins devant les enfants. Ils vont adorer ça. Voilà, donc ça c'était aussi très important. Bon, évidemment, il y a la rencontre du président Enki Bilal à 18h à l'Opéra. Je en profite au passage pour dire que donc cette année, l'année dernière, tout était sur billetterie gratuite. Cette année, tout est ouvert et libre d'accès dans la mesure des places disponibles, sauf à l'Opéra où c'est billetterie gratuite, parce que ça reste une jauge énorme et que pour réguler un petit peu, voilà, et ça c'est pour la sécurité des gens, réguler l'afflux des gens, c'est sur billetterie gratuite. Donc Enki Bilal à l'Opéra, ça ne s'invente pas. Donc il sera question évidemment de ce livre que j'évoquais tout à l'heure, publié aux éditions Belin, mais aussi de Bug, qui est sa série en cours, dont on a déjà 2 tomes et dont le 3e paraîtra fin octobre, début novembre. Alors évidemment, on ne l'aura pas, ce sera très frustrant, mais ce sera une manière de relancer la machine de Bug. Et puis, nous avons également... Alors Jules, si, parce que dans le cadre de l'invitation de la Grèce, l'incontournable Jules, qui a quand même créé une série qui s'appelle 50 nuances de grec. Il faut quand même dire au passage qu'il a réussi l'exploit, parce qu'on passe nos vacances sur la même île, en Grèce, et ce qu'on a découvert tout à fait par hasard. C'est quelle île ? Je ne le dirai pas, il va me tirer les oreilles. Mais en tout cas, j'arrive sur cette île et je vois...
il y a le musée quand on arrive sur le port. Et sur le musée, un immense calicot avec 50 nuances de grec. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, il était exposé dans un musée en Grèce avec ces planches de 50 nuances de grec. Et je me suis dit, mais attends, ils le font en Grèce, nous on invite la Grèce, on va faire pareil. Et donc on a une petite expo dans le jardin du livre, place de la Carrière, 50 nuances de grec, c'était un petit clin d'œil à nos invités, et puis évidemment parce que ça me paraissait fou que Jules ne soit pas là, lui qui a un lien si fort avec la Grèce. Il sera présent aussi pour une table ronde. Alors je l'ai mis en rencontre. Alors là je parlais de décloisonnement, c'est la totale, c'est-à-dire qu'il est en dialogue avec Muriel Zac, qui est une auteure et autrice comme on dit, et éditrice de littérature jeunesse ado, qui publie chez Bayard une série consacrée à la mythologie. C'est un peu comme une série télé en fait, c'est-à-dire qu'elle prend un personnage de la mythologie, elle le développe dans chaque album, c'est extrêmement bien fait. J'en profite au passage, c'est vraiment un très très beau travail. Et Jules évidemment avec sa bande dessinée, et puis Emmanuel Lascaux, alors là on change de registre, Emmanuel Lascaux, professeur de latin-grec, traducteur. Il a publié aux éditions POL cette année une incroyable traduction de l'Odyssée d'Homère. Donc il a traduit du grec ancien évidemment, mais qui a l'immense qualité d'être d'une incroyable fantaisie, d'une très grande ouverture d'esprit, qui a fait une traduction très moderne, très osée, dans laquelle il y a même des onomatopées. Donc ça c'est intéressant parce que ça fait un lien aussi avec la bande dessinée. Elle a vraiment utilisé des onomatopées, clac, boum, crac, et ça a fait bondir certains puristes. Ça reste un immense traducteur du grec ancien, et lui dit mais ce n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante et il faut pouvoir la dire à voix haute, il faut pouvoir la raconter. Donc il lit des passages de l'Odyssée en grec ancien, c'est à mourir de rire, c'est extraordinaire. Et donc j'ai mis ces trois personnes autour d'une table, l'idée étant de dire, ça s'appelle démythification, comment est-ce qu'on peut parler de mythologie de façon accessible, voire légère, tout en le faisant extrêmement sérieusement et en étant au plus près des sources. Donc voilà la bande dessinée qui dialogue avec un traducteur de grec ancien, avec une éditrice, et ça n'est absolument pas étrange ou bizarre, c'est pour moi tout ce qu'il y a de plus naturel, c'est-à-dire que sa place est aussi sur ce genre de table ronde. Voilà, et puis on a on a une rencontre aussi avec Jacques Ferrandez. Jacques Ferrandez qui lui aussi va dialoguer avec des romanciers. Donc Jacques Ferrandez dans une table ronde le samedi à 16h, toujours au Musée des Beaux-Arts, qui s'appelle Ce pays qui nous ressemble. J'ai un petit peu détourné le titre du livre de Leila Slimani, qui est Ce pays qui te ressemble, sur l'Algérie, puisqu'il y a autour de la table Azouz Begag, qui publie un roman qui s'intitule L'arbre ou la maison, aux éditions Julliard, qui est inspiré de souvenirs personnels. Jacques Ferrandez avec Suite algérienne 1962-2019 chez Casterman, et puis la jeune Lilia Hassen pour Soleil amer, publié chez Gallimard. Lilia Hassen qui est à la fois écrivain, je crois que c'est son deuxième roman, mais qui est aussi une des chroniqueuses phares du Petit Quotidien. Voilà, mais qui a beaucoup de talent, et voilà, un dialogue encore une fois avec un auteur d'albums, de bande dessinée et de romancier. Et puis peut-être un dernier, alors toujours au Musée des Beaux-Arts, le dimanche, cette fois de 10h à 11h, ça s'appelle Dans la tourmente de l'histoire. Espionnes ou résistantes, elles ont fait l'histoire. La bande dessinée leur rend hommage en nous emmenant sur leurs traces. Voilà le texte. Jean-Daniel Morvan, Dominique Bertaille pour Madeleine Résistante, La rose dégoupillée aux éditions Dupuis, et puis Aurélie Paulet, Les espionnes racontent, qui rend hommage à ces femmes qui ont fait l'histoire dans l'ombre, et qu'elle avait envie de raconter. Donc voilà quelques exemples de programmation, et puis évidemment beaucoup d'auteurs en dédicace, comme chaque année, est extrêmement présent. Voilà. J'ai vu que l'association Lire à Nancy, c'est ça ? Oui, des libraires participaient à l'organisation. Quel est leur rapport au livre sur la place ? Je précise que Stéphane Godefroy aurait dû être là, mais il a beaucoup de travail. Il est un petit peu débordé donc il s'excuse préparation de salon. Alors le livre sur la place est co-organisé par l'association Lire à Nancy, qui
qui regroupe plusieurs libraires, à savoir le Hall du Livre, l'Autre Rive, la librairie Didier, qui sont donc des librairies généralistes, la librairie du Musée des Beaux-Arts et 2 librairies spécialisées BD, La Parenthèse de Stéphane Goffroy que vous avez cité à l'instant, et puis Plus belle les bulles, qui se trouve au Saint-Seb, voilà, Charles III. Donc ce sont les libraires qui permettent la vie sous le chapiteau. Ce sont eux qui organisent les dédicaces, qui se partagent les éditeurs et qui organisent et régulent le quotidien, la vie de ce cœur battant du salon qu'est le chapiteau. Donc moi, je suis extrêmement heureuse du retour du chapiteau, avant tout pour nos libraires. L'année dernière, ils ont joué le jeu de façon absolument admirable. Je tiens à le dire et à leur rendre hommage parce qu'ils ont accepté le pari de faire un salon sans chapiteau pour ne pas marquer d'une pierre noire cette édition. Sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Quand on leur a dit, écoutez, voilà, avec un chapiteau, moi j'ai su très vite, on savait qu'avec un chapiteau, on ne tiendrait pas la route. On a bien vu tous les salons qui ont voulu conserver un chapiteau en septembre ont été annulés. Le pari, c'était de se dire, il faut quand même qu'on soit là, il faut qu'on parle de livres, il faut qu'on dise que... moi, j'aime pas l'idée qu'à chaque fois qu'il y a une crise, qu'elle soit économique ou sanitaire, le parent pauvre, c'est toujours la culture, en disant, ça, c'est pas grave, on fera après quand on ira mieux. Non, parce que on n'ira pas mieux sans ça, en fait. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller mieux sans livres, sans BD, sans culture. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin de culture. Voilà, s'il y a bien un moment où on se rend compte à quel point c'est essentiel, c'est là. C'est pas quand on court dans tous les sens pour gagner son pain qu'on a le temps de se rendre compte de l'importance de la culture. Donc, il était essentiel de dire que nous, on résiste dans la mesure du possible et du raisonnable, en faisant tout ce qu'il faut pour protéger les gens, mais quand même. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que tout le monde a répondu présent. C'est-à-dire que moi, sur les 200 invitations que j'ai fait, les 210, j'ai eu 5 défections l'année dernière. Ça veut dire que les auteurs, et alors qu'on était en plus au fin fond de la crise, ils m'ont tous dit, mais nous, on veut venir. J'avais des appels d'auteurs qui me disaient, alors, est-ce qu'il va avoir lieu le salon ? Est-ce qu'on va pouvoir venir ? Et je leur disais, mais ça ne tient qu'à vous, en fait. Si vous venez, il aura lieu. Ça prouve que le livre sur la place a pris, sa place dans le... Absolument. Et puis parce que c'est la rentrée, rentrée des classes, c'est le retour, c'est le premier salon, les éditeurs se retrouvent, c'est aussi le moment... tout Paris se déplace à Nancy parce que c'est à Nancy que ça se passe. Je dis tout Paris, je parle de l'édition. Oui. Tous les patrons d'édition, etc., ils font pas leur rentrée à Saint-Germain-des-Prés. Ils la font au Livre sur la Place. Et c'est une grande fierté. Et ça veut dire que c'est le moment où aussi, voilà, c'est le moment de tous les possibles. Il n'y a pas encore eu les prix, il y a pas, on y croit encore. On sait que... Charles, le prix Nobel, c'est peut-être bon. Ça va venir. Mais voilà, il y a cette joie. Et il fallait pas nous priver de cette joie, on a réussi à le faire. Tout ça pour dire que les libraires, quand je leur ai dit, écoutez, le seul moyen pour que les auteurs viennent quand même, parce qu'ils n'allaient pas venir pour rien, c'est que vous assuriez les dédicaces à l'issue de chaque rencontre. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de ce que ça représente en moyens logistiques, de trésorerie, de temps, d'efforts, c'est-à-dire de courir dans tous les lieux de programmation qui sont quand même assez nombreux, d'organiser, de sortir de l'argent de ces caisses pour commander des livres en sachant qu'on n'en vendra pas la moitié parce qu'évidemment, les ventes, elles se font sous le chapiteau. À l'issue d'une rencontre, il n'y a pas la moitié des gens qui achètent un livre, soit parce qu'ils l'ont déjà, soit parce qu'ils n'ont pas envie de refaire la queue. Enfin bref, tout ça pour dire que pour eux, financièrement, ça a été une édition extrêmement compliquée qui, si elle leur a pas fait perdre d'argent, et ça je suis pas dans les comptes, mais en tout cas, il est certain qu'ils n'en ont pas gagné, mais ils l'ont fait. Donc voilà, un grand merci à eux, parce qu'on a pu être le salon de la culture et le salon qui résiste, comme ça a été dit dans beaucoup de médias, à la fois ici mais aussi nationaux. Grâce à eux, s'ils avaient dit non, on n'aurait pas pu le faire. Donc voilà, c'est un grand bonheur de voir ce chapiteau revenir et de les voir revenir faire leur métier de libraire, c'est-à-dire être à la rencontre des gens, prendre le temps, avoir leurs auteurs en dédicace, pouvoir, tout en faisant un travail extrêmement dur, parce que c'est musclé pendant 3-4 jours, mais en même temps, c'est cœur de leur métier, c'est le grand moment des libraires et la grande rencontre des libraires avec à la fois le public et les écrivains, et ça va pouvoir avoir lieu cette année, donc c'est formidable. Pour vous permettre de reposer un peu votre voix, on va faire une petite pause musicale. Donc Gaëtan Roussel, qui vient de sortir un nouveau disque, Les Matins Difficiles.
Je savais que les matins qui sont difficiles. Et je crois avoir vu qu'il vient à Nancy. C'est ça. J'ai vu ça, oui. Voilà. Je pourrais plus. Au mois de novembre. Voilà donc les matins difficiles de Gaëtan Roussel qui sera à l'autre canal au mois de novembre, je ne sais plus la date exacte. Madame la commissaire générale du livre sur la place, est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire ? Oh, écoutez, non, simplement peut-être ajouter que quand je citais les libraires de l'association Lire à Nancy, j'ai quand même oublié de signaler la présence aussi du Lézard, qui accueille beaucoup d'auteurs, d'éditeurs régionaux, c'est très important de le signaler, et puis dire aussi que avec le retour du chapiteau, c'est le retour de tous les petits éditeurs régionaux, et petits par la taille, mais grands par la qualité, et qui seront également présents cette année à la rencontre de leur public. C'est quand même très très important de le dire. Et puis devant le grand chapiteau, il va y avoir les fameux petits gardens qu'il y a, dans lesquels on pourra retrouver aussi les auteurs auto-édités. On va pouvoir retrouver un stand dédié à la Grèce. Et puis à côté il y a aussi l'accueil auteur, notre partenaire le Crédit Mutuel avec la fameuse pyramide du livre. Et puis un nouveau garden avec la rédaction de l'Est républicain et puis la rédaction du Point. On vous remercie d'être venu, mais... Oui, sur les auteurs auto-édités, ceux qui sont souvent décrits, il y a un truc qui est extraordinaire en France, c'est que tu vas dans n'importe quel bled le plus paumé au fin des Vosges, tu auras toujours un gars qui aura écrit un bouquin sur son village. Et ça, c'est extraordinaire. Alors là, merci auto-édité, parce que si tu veux, quand tu t'intéresses à l'histoire locale, tu apprends des tas de choses. C'est vraiment... Alors merci d'avoir fait Très bien, Charles, mais tu as fait une erreur manifeste. Il n'y a pas de village paumé au fin fond des Vosges. Ah si, parce que quand tout à l'heure on a dit inviter un pays étranger, je dis pourquoi pas inviter les Vosges. Ça, c'était bon. Merci Marie-Madeleine. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir et on aura sans doute l'occasion de se croiser ce week-end. Mais je l'espère bien. À bientôt. Voilà. Mirko, donc de la parenthèse, ne pouvait pas être là ce matin avec nous. Il semblerait qu'il ait un peu de travail aussi. Donc nous avons été l'interroger avec Olivier hier après-midi. On l'écoute. Bon, Mirko, bonjour. Bonjour. Dans quelques jours, c'est le livre sur la place. Ouais. Quels sont les auteurs, j'allais dire vedettes, donc c'est pas forcément des vedettes, mais quels sont les auteurs que tu nous recommandes d'aller voir au stand de la parenthèse ? Cette année, beaucoup de premiers, de jeunes auteurs qui ont 1 ou 2 ou 3 albums, ce qui est super pour nous. C'est intéressant de faire découvrir de nouveaux auteurs. Voilà, et c'est aussi, nous on le voit, il y a des... Alors, je veux dire qu'il y a des carrières qui se lancent au livre sur la place. Faut pas exagérer, mais en tout cas, il y a un éclairage sur un public parce que le public du salon du livre, c'est un public de lecteurs. C'est pas un salon de bande dessinée. Il y a des chasseurs de dédicaces, mais c'est un public curieux. C'est des familles, c'est des gens qui s'intéressent à tout type de littérature, et donc. Cette année encore, on a plutôt un profil d'auteurs de romans graphiques, avec notamment, il y a la maison d'édition Stenkis qui nous envoie 3 chouettes auteurs, David Lopez pour Sortie d'usine, on a Aurélie Paulet qui sera aussi en conférence justement sur des récits d'espionnage, mais de vraies espionnes. Elle a rencontré avec une journaliste des gens qui ont bossé pour divers services de renseignement, que ce soit français, anglais, russe, enfin soviétique même. Donc ça c'est super. Il y a Ewen Blin aussi qui vient pour Naoto, le gardien de Fukushima, qui est l'histoire d'un homme qui a décidé de rester de vivre à côté de Fukushima, de la centrale nucléaire qui a explosé. Je crois qu'il est considéré comme l'homme le plus irradié du monde. Nous avons aussi la très jolie maison d'édition Sarbacane, qui nous avait déjà l'année dernière envoyé leur fine fleur. Cette année encore, ils nous envoient donc Xavier Coste qui a adapté 1984 de manière très réussie, très élégante, très graphique. Tu disais qu'il n'y avait pas de
de grosses pointures ou de grosses vedettes, mais il y a quand même des auteurs à une reconnaissance certaine. Je pense, Ah oui, oui, je oui. pense oui. à Jacques Ferrandez, par exemple. Jacques Ferrandez, alors c'est peut-être lui notre plus grosse vedette. Mais oui, il y a Jacques Ferrandez qui sera là. Il y a Jacques Terpan aussi qui est Un habitué, lui. qui est un habitué, qui est même qui est un copain de la librairie, Jacques. On a les auteurs allemands qui ont fait Gong Ho, Thomas van Kuman et Benjamin van Eckersberg. C'est dur à dire, hein. C'est dur à dire, mais c'est des auteurs formidables. Là, ils font un peu le tour de France pour la sortie du tome 5 de Gong Ho, qui termine leur histoire, leur récit post-apocalyptique. On a Jean-Luc Delvaux pour les amateurs de vieilles voitures, qui sera là. On a Hardoc qui pour la guerre des Lulu, très très grande sortie. Et puis on a nos copains qui viennent. Il y a Laetitia Corrin qui vient pour le 2e tome de l'incroyable histoire du sexe. On a Gaspard et Ulysse Gris, les frères Gris qui viennent pour leur polar le polar qui se passe sur un échiquier, c'est-à-dire que un monde en pièces, ce sont des personnages, en fait ce sont les pions d'un échiquier dans un polar politique. C'est formidable. On connaît bien Jean-François Kieffer, Oui. qui est aussi un habitué. De Commercy, si nous sommes De Commercy, exactement. Bruno Hetz, Oui. qui vient là aussi pour sa nouveauté, c'est un polar pour adultes, dans la lignée de ces privés à la Cambrousse, ces polars campagnards. On a évidemment Tristan Thiel et puis Vincent Bailly pour Lorraine Cœur d'Acier. On a Jean-David Morvan et Dominique Bertaille qui viennent. Oui. Pour Madeleine Riffaut. On a prévu une chronique sur cette bande dessinée. Ouais, ça va être... C'est peut-être pour moi l'un des livres les plus importants de cette rentrée, de ce portrait de femme qui a traversé le siècle. Donc voilà, ils seront là tous les deux dimanche. Il faut parler avec Jean-David Morvan parce que c'est quelqu'un de passionnant. Il faut parler avec Dominique Bertaille, il faut le regarder dessiner parce que c'est quelqu'un et aussi passionnant. Et c'est un virtuose du dessin. Et surtout, oui, peut-être l'un des grands talents de demain, je pense que c'est Léra Muravec pour Le Grand Vide aux éditions 2024. C'est une jeune dessinatrice, c'est un premier album. C'est une maîtrise graphique incroyable. C'est un récit d'anticipation, mais c'est un récit très intéressant. Vraiment pour un premier album, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Donc voilà, en talent de demain. Merci Mirko. Et rendez-vous samedi et dimanche. Voilà, si je suis encore en un seul morceau, ouais, samedi dimanche. Moi aussi, tu seras là. Et il Allez. sera encore un seul morceau, on peut lui faire confiance. Francine, Oui. tu as choisi de nous présenter une bande dessinée dont les auteurs seront présents au livre sur la place. On t'écoute. Tout à fait. Alors déjà, pour rebondir sur ce que vient de dire Mirko, j'aurais pu vous présenter Madeleine Résistante parce que ça a été un de mes gros coups de cœur de cette année, parce que j'adore Jean-David Morvan et le travail aussi de Dominique Bertaille, parce que Jean-David Morvan, c'est un conteur. Et je pense que la rencontre va être passionnante, la rencontre qui va avoir donc lieu au Musée des Beaux-Arts le dimanche. À savoir aussi qu'elle risque d'être passionnante parce que lui-même est tombé amoureux de Madeleine Riffaut. Et ça se sent. Et c'est vraiment un superbe album. Et donc, c'est vraiment un album que je conseille. Mais... Donc, je dois préciser que si elle ne peut pas nous présenter la bande dessinée aujourd'hui, c'est ma faute parce que je me suis trompé. Mais je vais me rattraper. Elle va nous préparer ça pour la prochaine fois, la prochaine émission. Et elle nous en parlera à la prochaine émission. Donc, j'en parle. Mais allez les voir, allez les rencontrer parce que franchement, c'est à ne pas rater. C'est ma première erreur, donc c'est vrai. Voilà. Mais j'aurais pu préparer quand même. Mais non, bon. vas-y. Je préparerai pour la prochaine. Donc, j'ai choisi de vous parler de Marathon de Nicolas Debon, paru fort à propos le 25 juin et de cette année. Et pourquoi ce choix ? Pour 3 raisons. La première, c'est un vrai coup de cœur. Et pourtant, le sport, c'est vraiment pas mon truc. La seconde, l'auteur est présent au livre sur la place et l'album offre un rapport évident avec le pays invité cette année qui est la Grèce. Et enfin, la troisième, Nicolas Debon est lorrain et a étudié aux Beaux-Arts de Nancy. Alors, pour une fois, je vais partir de la 4e de couverture. Amsterdam, août 1928.
Sous les ovations de la foule, les favoris du monde entier se pressent au départ de l'épreuve reine des Jeux Olympiques, le redoutable marathon. Loin derrière eux, qui remarquerait ce petit Algérien un peu frêle, mécano à Billancourt qui porte le maillot français? C'est compter sans le vent, la fatigue, les crampes et 42 km 195 d'une course folle qui vont peut-être créer la surprise. Alors la surprise, évidemment, c'est la victoire du petit Algérien, l'enfant d'Ouel Djellal, dont les spectateurs peinent à se rappeler le nom et qu'avec la condescendance propre au colonialisme de l'époque ne désigneront que par son prénom, El Wafi. La grosse force de cet album réside dans le choix narratif de l'auteur de ne raconter que cet exploit, la course, et rien que la course, par une mise en scène et en images magistrales. S'il occulte dans son récit, le destin tragique du vainqueur, il l'inclut toutefois en fin d'album dans 2 pages documentaires. Alors le BDiste commence par planter le décor dans une sorte de prologue. L'album s'ouvre sur le tracé de l'épreuve, puis 4 pages ponctuées d'extraits de discours de Pierre de Coubertin, alors que l'image se focalise sur l'imposante Marathon Toron et sa flamme olympique, puis les anneaux, la devise, les drapeaux, pour s'arrêter enfin sur une vue d'ensemble du stade monumental. Ayant pénétré dans ce stade, nous nous retrouvons ensuite installés dans les tribunes à regarder les préparatifs et attendre fébrilement les athlètes tout en écoutant les commentaires des spectateurs. Les coureurs font enfin leur entrée. Après avoir passé en revue les favoris, les commentateurs s'attardent sur les 4 Français. Notre meilleur élément, c'est Guillaume Tell. C'est le plus rapide et il peut tenir les 42 km. Ah, puis j'allais oublier. Le dernier, c'est un petit arabe qui fait sa vie comme manœuvre chez Renault à Billancourt. El Wafi, on l'appelle. Il donne l'air de sourire tout le temps, il n'est pas encombrant. Et vu qu'il restait une place... Eh oui, n'oublions pas que nous sommes en 1928 et qu'en ces temps, la France étendait de Dunkerque à Tamanrasset. Ce genre de propos reflète bien les mentalités de l'époque. Notons à cette occasion que pour cet album, Nicolas Dubon a consulté les archives photographiques et cinématographiques afin d'être au plus près de la réalité tant au niveau de l'image que du texte. Après cette entrée en matière, ce sera la course, et rien que la course. Depuis le coup de pistolet du juge arbitre jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée, dernière case de l'album. Cette fois-ci, c'est le journaliste Louis Mertens, installé dans l'autocar dédié à la presse, qui raconte. Variant les points de vue, à ses propos se mêleront parfois ceux d'un entraîneur ou d'un athlète, avant que l'auteur nous fasse quitter le côté purement historique, pour nous entraîner dans un univers plus poétique, en s'adressant directement à El Wafi lui-même, s'interrogeant sur ses pensées alors que seul, il s'envole vers la victoire. Et que dire de l'illustration, si ce n'est qu'avec ses planches de toute beauté, elle est en adéquation totale avec le propos. La mise en scène cinématographique colle aux semelles des athlètes, met merveilleusement en valeur la solitude du coureur de fond, en alternant pleine page muette où le paysage prend toute sa place et gaufrier classique de plans rapprochés sur les jambes et les visages marqués par l'effort. Elle est sublimée par un trait charbonneux, une élégante bichromie rouge et bleue, ce rouge de la piste qui va envahir l'espace tout au long du parcours, et le bleu qui vient éclairer les différents coureurs, avant de se focaliser entièrement sur El Wafi Bouguera dans les dernières planches. C'est ainsi que le BDiste parvient à nous captiver pendant pas moins de 85 pages, à regarder simplement des hommes courir. Il faut dire qu'on a ici un expert en la matière. Ce n'est pas la première fois que Nicolas Dubon sort de l'oubli des exploits sportifs hors normes et tire de l'anonymat leur auteur. Il l'avait déjà fait auparavant pour le cyclisme dans le Tour des Géants, édition mythique du Tour de 1910 où, grande première, les coureurs allaient gravir les cols des Pyrénées, et pour l'alpinisme, en s'intéressant aux exploits de 3 pionniers de cette discipline dans l'invention du vide. Enfin, si Nicolas Dubon nous décrit si bien les souffrances endurées lors d'un marathon, c'est parce qu'il connaît bien le sujet. Lui-même en a couru 5. Eh bien, je disposais de 5 minutes pour ma chronique. Il est temps pour moi de franchir la ligne d'arrivée. Quant à vous, il ne vous reste plus qu'à aller à la rencontre de Nicolas Dubon lors de son passage au Livre sur la Place. Il y sera en dédicace samedi et dimanche sur le stand de la Parenthèse. Merci Francine. Et voilà. Et donc, on est bien d'accord, la prochaine émission, on fait Madeleine. C'est d'accord pour Madeleine, c'est parti. Je vois que Jean-Luc commence à me faire les gros yeux. Donc, il faut passer à la conclusion.
Merci à Madame la commissaire générale du livre sur la place d'être venue parmi nous. N'osez pas dire mon nom, hein, vous allez l'écorcher. Voilà. Je prends des risques, mais pas tout le temps. Merci donc à tous les chroniqueurs qui sont vraiment au top niveau. Bon, à part un petit peu Olivier, qui a encore un peu de progrès à faire. J'y travaille. Mais... Je suis bien entouré. Hein, moi. Oui. Enfin, j'ai bien bafouillé aujourd'hui quand même. Non, c'était très bien. Si. Merci Jean-Luc qui était à la technique et merci à RCN qui nous permet de faire cette émission. Et donc, la prochaine émission, maintenant, c'est dans 2 semaines. Donc, ça sera le jeudi 23 septembre de 18h à 19h. Et le thème principal sera le 8e festival de Villers-lès-Nancy. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast d'ici quelques jours. Vous pouvez écouter l'émission sur Radio Déclic. Mais vous pouvez également nous écrire, nous envoyer des cartes postales pour une petite carte postale de la Grèce, par exemple, à Le Son des Bulles, RCN, de rue Bonnevay, 4401 Nancy. Vous pouvez nous appeler au 06 82 46 49 51. Et on vous rappelle que nous avons une page Facebook quand même. Oui. Je croyais que t'allais l'oublier. Mais non. On a une page Facebook qui s'appelle Le Son des Bulles. Voilà, et sur laquelle on met régulièrement des informations. Venez nous voir, ce sera un grand plaisir pour nous. Bye bye. RCN, www.rcn-radio.org